Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Mais on est aussi ici dans le cadre du festival Hors Limite, qui est un festival de littérature dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et ça nous paraissait particulièrement intéressant à l'Université Paris 8 d'être dans le cadre à la fois de la littérature, de l'histoire, de la commémoration, de la rupture, essayer de mélanger un peu tout ça pour faire l'événement d'aujourd'hui, donc, qui est articulé autour d'une bande dessinée. Une bande dessinée donc aujourd'hui qui est un genre qui a sa place à part entière dans la littérature et qui plus est une œuvre de bande dessinée qui est inspirée d'un livre d'histoire. C'est pas si fréquent, ça arrive pas tout le temps, donc ça nous paraissait intéressant d'avoir à la fois Chloé Cruchaudet, donc, qui est l'auteur, et Danielle Vollman, qui est une des auteurs, avec Fabrice Virgili, qui a fait le livre, qui a fait les recherches qui ont inspiré Chloé Cruchaudet pour son œuvre, qu'elle a librement adaptée de leur travail universitaire. Alors commençons très rapidement par ce bref panorama de la BD et de la guerre. D'abord, il faut bien imaginer que les auteurs de bande dessinée ont été embedded, comme on dit aujourd'hui, embarqués dans la guerre dès la Première Guerre mondiale. Vous voyez ici Les Pieds Nickelés, que vous connaissez peut-être, qui est une BD humoristique qui est censée être assez décalée, avec trois bandits qui sont présentés de manière assez sympathique. Et bien Les Pieds Nickelés, pendant la guerre, s'engagent, ils n'écoutent que leur devoir patriotique pour s'engager dans la guerre. Donc là, on a une BD qui est postérieure, qui date des années 20, mais on voit ces trois pieds nickelés qui se transforment en soldats. Et puis vous voyez peut-être la référence ici avec les soldats déguisés en troncs d'arbres. Il y a sans doute une influence du film de Charlie Chaplin qu'il avait fait pendant la guerre en 1916, où il y avait un gag où justement un soldat était transformé en arbre. C'est pas la seule guerre pour laquelle on a mobilisé la bande dessinée. Vous voyez ici par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est morte. Une BD qui rappellera peut-être des souvenirs d'enfance à certains d'entre vous, qui a été republiée, rééditée récemment, où on voit donc les nazis qui sont représentés sous forme de loups. Et en fait, chaque nation est représentée par un animal. Donc il me semble que les Russes sont les ours, les Britanniques sont des bulldogs, et puis les Français, je crois que c'est des moutons. Je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est pas très valorisant pour les Français. La guerre a été... bien sûr, la guerre est un cadre dramatique qui permet de livrer des récits, de livrer des histoires. Donc ça a été particulièrement privilégié par beaucoup d'auteurs. Ah, vous voyez encore, la bête est morte, on voit encore. Donc là ici, l'invasion de la Sicile. Ici, avec la BD Berlin, qui est parue chez Delcourt, c'est une BD qui se passe pendant l'après-guerre, pendant l'après-première guerre mondiale, où on voit les spartakistes, on voit la montée des nazis, on voit toute une série d'éléments qui expliquent la montée du nazisme dans l'entre-deux-guerres. Et bien entendu, c'est un cadre particulièrement intéressant pour un auteur pour y placer son histoire. Les guerres en général, vous voyez ici un extrait de Coupure irlandaise, donc sur la guerre civile irlandaise. Donc là, c'est chez Futuropolis et c'est Chris, auteur de BD Chris, qui raconte ses souvenirs d'adolescent quand il se rend en Irlande du Nord et la manière dont il voit la guerre qui se passe là-bas. Et puis, de manière générale, même la Première Guerre mondiale a servi pour, par exemple, des polars. Donc récemment, un des derniers polars, c'est Notre-Dame la guerre, qui est Notre-Mère la guerre, pardon, qui est un polar qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc ici, bien sûr, la guerre n'est qu'un cadre qui sert de toile de fond à l'histoire. Voilà quelques extraits de cette bande dessinée, Notre-Mère la guerre. La référence, disons, un des auteurs de BD qui a le plus marqué la référence à la Première Guerre mondiale, c'est bien sûr Tardi. Vous voyez ici des extraits de son album Putain de guerre. Alors la vision de Tardi de la guerre, vous voyez que c'est une vision assez crue. Il n'hésite pas à montrer du sang, des cadavres, il n'hésite pas à montrer les conditions de vie difficiles des soldats. Mais je dirais que c'est une vision souvent orientée par un regard contemporain sur la guerre. C'est-à-dire que la vision de Tardi de la guerre, c'est une vision très pacifiste, une vision très antimilitariste finalement, et il place dans la pensée, dans les mots de ses personnages, des pensées qui sont les siennes, qui étaient sans doute présentes chez une minorité de soldats
pendant la Première Guerre mondiale, mais qui n'étaient sans doute pas les idées majoritaires des soldats, enfin en tout cas d'après ce qu'on peut en juger des travaux des historiens sur la question. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours de beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire qu'ils réinterprètent la guerre à leur manière, ils réinterprètent la guerre en fonction de modes de pensée contemporains qui sont aujourd'hui résolument pacifistes, résolument antimilitaristes. Et on peut dire que le réquisitoire des personnages de Tardi contre la guerre, c'est en partie le réquisitoire actuel qu'on peut avoir contre la guerre. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas une œuvre intéressante, mais c'est une vision, disons, un petit peu en décalage par rapport à la guerre, et les auteurs ont parfaitement le droit de le faire, hein, ne prétendent pas à l'exactitude historique. Vous voyez ici dans une autre BD, Matteo qui met en scène un déserteur, et là aussi on retrouve un peu les mêmes images que chez Tardi, avec ces soldats qui meurent au front, avec ces officiers qui sont sans pitié, qui sont cruels. Et puis ici, vous voyez l'image d'un fusillé pour l'exemple. On sait qu'il y a eu assez peu de fusillés pour l'exemple pendant la guerre, mais bien sûr, d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose qui est très parlant pour un auteur de bande dessinée, pour un auteur de roman aussi en général, hein, pour mettre ça en scène. On retrouve ça dans d'autres guerres. Vous voyez ici le sursis de Gibra, où il met en scène un déserteur du STO pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même dans d'autres sphères culturelles, vous voyez ici Opération Mort de Shigeru Mizuki, paru chez Cornelius en 2008, qui met en scène là, disons, la hiérarchie très forte qu'il peut y avoir au sein de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, c'est étonnant hein, d'avoir ce regard critique sur cette société très militarisée, sur cette armée très hiérarchisée et très, disons, qui attachait peu d'importance à la vie humaine, parce que là aussi, bien entendu, c'est le regard d'un Japonais d'aujourd'hui sur la guerre. Bon, encore quelques exemples hein, de cette bande dessinée. Également, alors, un des thèmes, disons, majeurs de l'histoire de la Première Guerre mondiale qui a pu aussi être utilisé par des auteurs de BD, c'est l'idée de la fraternité des tranchées. Donc vous voyez ici, dans la grippe coloniale, des soldats qui reviennent à la Réunion, et vous voyez qu'on a un tirailleur sénégalais, une gueule cassée, donc des bourgeois et des prolétaires qui, après la guerre, se retrouvent unis par l'expérience des tranchées, et vous les voyez ici faire le coup de poing contre des marins. Donc il y a un peu cette idée hein, de fraternité issue de la guerre, de fraternité venue des tranchées. Donc ça c'est un thème qui est très présent dans l'entre-deux-guerres, qui est pas un thème qui est inventé par les auteurs d'aujourd'hui, mais qui est mis en relief aujourd'hui avec une certaine optique. Ici on voit les intentions antiracistes hein, de l'auteur, puisqu'il met en scène un personnage noir qui est complètement admis par un autre personnage qui le considère vraiment comme son ami. Ce regard rétrospectif sur la guerre, il a pu donner lieu parfois à, disons, il a eu parfois tendance à gommer les enjeux des conflits eux-mêmes. Vous voyez ici le temps mauvais sur la guerre d'Espagne, où on présente les bombardements, on présente les morts, et où il y a l'idée d'une guerre, avant tout une guerre de bombardement. On est très loin des idéaux romantiques de la guerre des républicains contre les franquistes. On est plutôt ici dans une guerre qui ressemble à ce que seront les guerres, à ce que seront les batailles de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui concernent des civils. Vous voyez ici les phalanges noires de Enki Bilal, où il y a peut-être une petite tendance à renvoyer un peu dos à dos les atrocités des deux camps. Donc là aussi, la dimension politique qu'il peut y avoir pendant la guerre qui est un tout petit peu mise de côté. Et puis également aujourd'hui un regard distancié qui est possible par rapport à la guerre. Donc vous voyez ici Willem, les aventures de l'art qui traitent de manière humoristique la guerre de 14. Ou bien ici un autre auteur, donc Cava et Oladel, qui le traitent de manière complètement onirique, avec un graphisme qui est assez beau. Ou alors Gabrielle Piquet, donc, qui traite, alors elle c'est dans Arnold et Rose, un temps de l'entre-deux-guerres qui est un petit peu indéfini, on ne sait pas exactement de quelle guerre il s'agit, mais on devine les références à la Première Guerre mondiale et à la montée du nazisme en Allemagne. Et donc elle n'hésite pas à être influencée par des auteurs, des peintres de l'entre-deux-guerres, notamment par Georges Grosz. Voilà, donc vous voyez ici des traits qui sont influencés par Georges Grosz, donc par ces peintres allemands de la génération sacrifiée qui
ont connu la guerre des tranchées, qui ont connu la guerre, donc soit directement en première ligne, soit comme brancardiers, ou en tout cas qui ont été là un moment. Et donc c'est intéressant, je trouve que dans l'œuvre de Gabrielle Piquet, on voit la manière dont elle dessine un peu à la manière dont pouvait dessiner ou peindre cet auteur Georges Grand. Également ici, hein, l'aspect inextricable du conflit, l'aspect violent du conflit qui est mis en scène par David Bay dans Par les chemins noirs, où il s'intéresse à ce qui se passe dans la ville de Fiume, ou Rijeka, hein, selon quand on est du côté italien ou du côté yougoslave. Vous savez qu'il a été une ville disputée entre l'Italie et la Serbie après la Première Guerre mondiale, et qui a été le lieu du coup d'éclat de Gabriele D'Annunzio, qui était un nationaliste italien. Et donc là aussi, disons, une forme disons, une guerre qui autorise des formes macabres et qui autorise une forme de dessin assez originale. Alors, les derniers auteurs disons, les dernières tendances les plus récentes pour les auteurs de bande dessinée qui traitent la guerre, c'est souvent de la traiter sous la forme du reportage. Vous avez ici le photographe d'Emmanuel Guibert, où il mêle, vous voyez, des photographies et puis des dessins qui concernent la guerre en Afghanistan, où il suit la trajectoire de ce photographe pendant la guerre. Vous avez ici Torture blanche de Squarzoni. Squarzoni, il a une manière très particulière de dessiner, puisque lui, il fait des interviews de diverses personnes concernant un sujet, et ensuite il dessine à partir de ces interviews. Donc il fait en quelque sorte un documentaire graphique, comme il y a des romans graphiques, hein, on peut parler de romans graphiques aujourd'hui, mais lui c'est un documentaire graphique. Donc là c'est sur la guerre en Palestine, hein, entre Israël et la Palestine. Vous voyez également là, ça nous intéresse moi ça m'intéresse en tout cas en tant qu'historien, ce qu'ont fait Chris et Davodo, Un homme est mort. Donc ils se sont intéressés à une manif des années 50 durant lesquelles un manifestant avait été tué, et ils ont reconstitué tout ça à partir des témoignages. Donc là aussi la BD essaye de jouer son rôle dans la mémoire, hein, dans le travail de mémoire. On a la même chose dans d'autres pays. Vous voyez ici Viva la vida, Los Señores de Ciudad Juárez, vous savez, pour mon accent espagnol, donc des auteurs qui ont travaillé sur cette ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis, dans laquelle il y a eu de nombreux meurtres de femmes, et dans lequel il y a la mafia qui est toute puissante. Et puis également Will Eisner, donc là c'est un regard autobiographique et rétrospectif sur la guerre au Vietnam. Et là aussi il se permet, parce que c'est aussi en partie autobiographique mais en partie documentaire, de mêler du dessin et de la photo dans la bande dessinée. Un art qui se permet quand même aujourd'hui des libertés de plus en plus nombreuses. Ici on a Joe Sacco, donc lui qui accomplit un travail de journaliste, mais en même temps qui le fait sous forme de bande dessinée, qui s'est rendu à Gaza. Lui aussi, il s'est intéressé à un événement exhumé du passé, donc ce qui s'était passé à Gaza en 1956, pour essayer de comprendre comment ce passé pouvait aujourd'hui encore influencer le présent dans les territoires palestiniens. Ici encore, le lien passé-présent avec l'œuvre de Baudouin Kumahako, où il part des souvenirs de son grand-père de la Première Guerre mondiale, et il fait le lien avec la guerre du Golfe au début des années 90. Et puis, un des derniers volumes dont je vais vous parler, c'est Les Revenants, donc, de Morel et de Maël, donc, où ils vont interroger des anciens combattants de la guerre en Irak et de la guerre en Afghanistan, et ils essayent de comparer ça avec des souvenirs d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Donc là, vous voyez, ils accomplissent vraiment un travail qui aurait pu être fait par des romanciers, qui aurait pu être fait par des historiens éventuellement, et qui, disons, est une manière vraiment très originale d'envisager le conflit. Vous voyez ici ces souvenirs de soldats de la Première Guerre mondiale. Alors on retrouve finalement le côté un peu classique qu'on peut avoir dans Tardy ou dans d'autres auteurs sur les horreurs de la guerre, mais en même temps il y a le lien qui est fait avec le présent qui est complètement original. Et puis alors je terminerai avec quelques formes graphiques un peu originales. Vous voyez ici Shooting War de Lapp et Goldman. Là aussi mêler la photo, mêler le film à l'image, un peu comme c'était un reportage. Ici c'est Printemps Noir donc, de Emery et Humeau, où là aussi on mêle photo et dessin. Et puis des témoignages qui viennent là de Corée avec
Akira Enfant Soldat, hein, Akira Fukaya, pardon, qui a fait Enfant Soldat donc chez Delcourt, ou bien une métamorphose iranienne. Donc là aussi des guerres dans d'autres aires géographiques que celles sur lesquelles on est habitué. Et puis enfin Stalingrad Chronica de Bourgeron et Ricard, où là il est question des pays de l'Est et puis de la bataille de Stalingrad notamment. Voilà, donc ce bref panorama pour essayer de resituer un petit peu l'œuvre de Coulée-Cruchaudet dans tout ça.